Le petit restaurant miteux du South Side de Chicago avait une seule règle tacite. Personne n'entrait après minuit, sauf les cafards et les ivrognes qui s'étaient égarés. Maeve Calloway le savait. Elle travaillait de nuit au Rossi's Diner depuis 2 ans. C'était assez long pour comprendre qu'après minuit, le monde au-delà de la porte en aluminium rouillé n'appartenait pas aux gens honnêtes. Cette nuit-là, l'horloge sur le mur indiquait 1h47 du matin. Le grill était éteint. Le comptoir avait été nettoyé. Maeve était penchée, frottant une tache de graisse tenace sur le carrelage. C'était la même tache qu'elle frottait chaque nuit depuis 2 ans, et qu'elle n'avait jamais réussi à enlever complètement. Comme tout le reste dans sa vie, ça laissait toujours une trace. Une trace qu'elle n'avait pas assez d'argent pour effacer. Quand la porte de l'arrière-cuisine s'est ouverte violemment, ce n'était pas le vent. Le vent ne percute pas des étagères de casseroles et de poêles. Le vent n'apporte pas l'odeur du sang. Le fracas du métal brisant le silence fut brutal et violent. Une poêle en fonte a heurté le sol. Une casserole en aluminium a roulé en cercle. Et au milieu de l'épave d'acier bon marché, un homme s'est effondré. Son dos a heurté le réfrigérateur industriel avec un bruit sourd qui a fait trembler toute la machine. Maeve s'est figée, sa main toujours enroulée autour du chiffon, un genou encore posé sur le sol. 3 secondes. 3 secondes pour analyser la scène. Et ce qu'elle a vu ne ressemblait à rien de ce à quoi elle s'était jamais préparée. L'homme portait un costume noir, le genre que Maeve a reconnu instantanément. Non pas parce qu'elle connaissait la mode, mais parce qu'elle avait repassé assez de chemises dans un pressing à 19 ans pour faire la différence. La différence entre un tissu cher taillé sur mesure et un vêtement de grand magasin. Ce costume était de la première catégorie. Le genre qui valait 3 mois de loyer dans l'appartement minable qu'elle appelait sa maison. Mais il était déchiré à l'épaule gauche, et en dessous, la chemise blanche était imbibée d'une tache rouge foncée. Elle s'étendait depuis son abdomen, lentement, régulièrement, patiemment, comme si la mort avait toute la nuit pour attendre. Des chaussures en cuir poli couvertes de boue, des cheveux noirs en désordre, humides de sueur et de sang, un visage contusionné, et le long du côté gauche de sa mâchoire, une longue et vieille cicatrice, le genre qui ne vient pas d'un accident, mais de quelqu'un qui a voulu la laisser là. On aurait dit qu'il avait été traîné en enfer dans un costume à 10 000 $. Mais c'étaient ses yeux. Ses yeux sont ce qui a empêché Maeve de s'enfuir, gris argenté, froid et absurdement alerte. Pas les yeux d'un homme qui se vide de son sang au seuil de la mort. Pas de peur, pas de supplication. C'étaient les yeux de quelqu'un qui calculait, qui la balayait du regard, balayait la cuisine, les sorties, balayait chaque objet à portée de main qui pourrait servir d'arme. Tout ça en moins de 3 secondes. Puis ce regard s'est arrêté sur elle. Non pas parce qu'elle était belle, non pas parce qu'elle se démarquait, mais parce qu'elle était de la seule variable dans la pièce qu'il n'avait pas fini d'évaluer. La plupart des hommes poignardés et abandonnés sur le sol d'une cuisine gémiraient ou supplieraient. Pas de lui. Il était assis, adossé au réfrigérateur, une main pressée sur son abdomen, l'autre à plat sur le carrelage. Pas pour se soutenir, mais pour être prêt à se relever à tout moment. Comme si le sol crasseux du Rossi's Diner était sa salle de conseil, et qu'il s'asseyait juste avant de prendre sa prochaine décision. Maeve se releva. Lentement, sa main se tendit vers la poêle en fonte sur le sol, la chose la plus lourde à sa portée. La seule chose entre elle et un étranger ensanglanté dans la cuisine après de 2 heures du matin. Si vous êtes venu pour piller l'endroit, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. Peut-être parce qu'elle était trop fatiguée pour avoir peur, ou peut-être parce qu'elle vivait dans le South Side depuis assez longtemps pour savoir que la peur n'aidait personne. Vous avez choisi le mauvais restaurant. Il y a 40 $ dans le coffre, et je vous briserai le crâne avant que vous ne l'ouvriez. L'homme la regarda, il regarda la poêle, et c'est à ce moment que Maeve comprit que la nuit n'allait pas se terminer comme une nuit d'ordinaire. Le coin de sa bouche se souleva légèrement. Ce n'était pas un sourire. Il n'y avait rien de chaleureux là-dedans. C'était le réflexe d'un homme habitué à être menacé par des choses bien plus dangereuses qu'une poêle en fonte, et qui trouvait cette situation presque amusante. Pas pour piller, dit-il, sa voix rauque et profonde. Le genre de voix qui semblait née pour donner des ordres, pas des explications. N'ouvrez simplement pas la porte d'entrée. Juste à ce moment-là, une voiture passa dehors. Pas le bruit d'une voiture ordinaire passant après minuit, mais le bruit d'une voiture qui se déplaçait lentement,
vérifiant chaque ruelle une par une. Les phares balayèrent la vitre de la fenêtre. Une lumière blanche et froide tranchant la cuisine comme une lame. L'instinct poussa Maeve à éteindre les lumières up avant même que son esprit ne lui en donne l'ordre. Dans l'obscurité soudaine, elle entendit trois choses avec une clarté parfaite. Sa respiration lourde, le bruit du sang qui gouttait sur le carrelage. Goutte, 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 régulier comme le tic-tac d'un compte à rebours, et son propre cœur qui battait à tout rompre dans ses oreilles. La voiture continua son chemin, le moteur s'estompa au loin, puis disparut. Silence. Maeve ralluma les lumières. L'ampoule fluorescente clignota 2 fois, puis se stabilisa, exposant toute la scène. Du sang sur le carrelage, le sol qu'elle venait de nettoyer. Des casseroles et des poêles éparpillés partout. Et l'homme qui devenait de plus en plus pâle juste devant elle. La blessure à son abdomen était plus visible maintenant que la veste de son costume s'était ouverte. Ce n'était pas une entaille au hasard. C'était un coup de couteau profond, délibéré, précis. Quelqu'un avait voulu le tuer et avait presque réussi. Elle pourrait l'appeler le 911. C'est ce qu'une personne normale ferait. Elle pourrait verrouiller la porte de la cuisine, sortir par l'avant et laisser cet homme devenir le problème de la police ou de la morgue. Personne ne pourrait lui en vouloir pour ça. Mais Maeve regarda la blessure par arme blanche dans son abdomen. Et sa main, la même main qui avait recousu la déchirure dans le dos de Bree avec une simple aiguille à coudre. C'était quand sa petite sœur avait 12 ans. Un groupe de garçons à l'école avait déchiré sa chemise pour se moquer de ses cicatrices de brûlure. La même main qui avait recousu son propre bras après qu'un verre brisé l'ait coupé à la blanchisserie. La même main qui était familière avec le sang, les aiguilles et la douleur bien avant ce soir. Cette main se tendit automatiquement vers la trousse de premier secours bon marché sous le comptoir. Avant même que son esprit n'ait pris la décision, elle s'agenouilla à côté de lui, assez près pour voir ses yeux gris argentés s'écarquiller. Non pas de douleur, mais de surprise. Comme si dans tous les scénarios qu'il avait calculés en balayant la cuisine, une jeune femme mince dans un tablier taché, s'agenouillant pour soigner sa blessure, n'avait jamais fait partie de la liste. « Vous me devez un merci », dit Maeve en ouvrant la trousse de premier secours, et de l'argent pour avoir nettoyé le sol. Il la regarda, pas comme avant, quand il évaluait une menace, mais comme un homme essayant de comprendre quelque chose de complètement hors de sa capacité d'analyse, longuement et silencieusement. Puis il parla, sa voix rauque mais claire, et ces deux mots semblaient pesants, comme si sa bouche n'avait jamais appris à les dire. D'accord. La blessure était trop profonde pour une trousse de premier secours à 10 $. Il devait rester immobile au moins une nuit, quelque part de propre, de chaud et d'assez caché pour que les voitures qui parcouraient les rues ne le trouvent pas. Maeve regarda par la fenêtre de la cuisine. Il était près de 2 heures du matin. La neige avait commencé à tomber. Son appartement était à 4 pâtés de maison au nord, au 4e étage, sans ascenseur. Et c'est à ce moment que Maeve Calloway, 27 ans, criblée de dettes, fatiguée jusqu'à la moelle, a fait la chose la plus stupide de sa vie remplie de décisions stupides. Elle l'aida à se mettre debout. Ou plutôt, elle essaya. Car il pesait le double de son poids et la dépassait de près d'une tête. Son épaule pesait sur la sienne, son bras enroulé autour de son dos. Son sang traversa son tablier, puis sa chemise, chaud et humide contre sa peau. Ils sortirent en titubant par la porte de derrière, dans la ruelle et dans la neige. En chemin, alors qu'elle le stabilisait sur une plaque de verglas, sa main frôla quelque chose de dur et de froid dans la poche intérieure de sa veste de costume, une forme qu'elle reconnut instantanément. Un pistolet? Maeve ne s'arrêta pas, ne posa pas de questions, ne changea pas d'avis. Elle resserra simplement sa prise autour de son dos et continua à le traîner dans la neige. 4 pâtés de maison, 4 étages d'escalier, un homme en sang qui faisait 2 fois sa taille. Au moment où Maeve le déposa enfin sur le sol de son appartement du 4e étage, sur des planches de bois usées, avec des meubles de vide-grenier et des rideaux qu'elle avait cousus elle-même, elle faillit s'effondrer à côté de lui. Son épaule lui faisait mal, ses mains tremblaient, et le sang d'un étranger la maculait du cou à la taille. Elle le regarda, allongé sur son sol, les yeux fermés, la respiration courte. Son costume noir déchiré sur les planches de bois bon marché.
L'image était si absurde qu'elle en était presque drôle. Comme si quelqu'un avait mis une peinture d'1 million de dollars dans un cadre en plastique de marché aux puces. Puis elle fouilla les poches de sa veste de costume. Le pistolet, elle l'a mis de côté. Sa main était stable, ce qui était peut-être la chose la plus surprenante de toute la nuit. Un couteau à cran d'arrêt, sa lame encore poisseuse de sang. Impossible de savoir à qui appartenait ce sang. Et une bague en argent à son annulaire, gravée de la lettre K dans un style ancien. La finition était si fine que Maeve sut que ce n'était pas un bijou ordinaire. C'était une marque, un symbole, quelque chose qui appartenait à un monde dont elle ne savait rien. Pas de portefeuille, pas de papiers d'identité, pas de nom. Rien, sauf un pistolet, un couteau et une seule lettre. Maeve s'affaissa à côté de lui, le dos contre le côté du lit, fixant l'homme inconscient sur son sol. Dehors, la neige tombait plus fort. À l'intérieur de l'appartement, son sang s'étalait lentement sur le bois. Et Maeve Calloway comprit que l'homme qu'elle venait de ramener chez elle, à travers 4 pâtés de maison, en montant 4 étages au milieu d'une nuit enneigée, n'était pas une victime. Ce n'était pas un ivrogne qui s'était égaré. Ce n'était rien de ce à quoi la règle tacite du Rosie's Diner l'avait jamais préparé. Cet homme était quelque chose de bien plus dangereux, et elle venait de le ramener à la maison. Si vous voulez savoir ce que Maeve découvre quand cet homme se réveille et pourquoi elle ne s'enfuit pas quand elle en a l'occasion, mettez un j'aime et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent l'entendre aussi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. Car ce n'est que le début. Maeve n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise sur le sol, le dos contre le cadre du lit. Elle fixait l'homme inconscient à moins de 2 pas et se demandait ce qu'elle était en train de faire. Le pistolet était dans le tiroir de la commode, sous une pile de vieux pulls. Le couteau à cran d'arrêt, elle l'avait nettoyé et laissé sur l'étagère de la cuisine, à côté d'un rouleau de ruban adhésif. La bague en argent gravée de la lettre K était toujours à son doigt, car elle n'osait pas l'enlever, de peur de réveiller quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc, comme si elle voulait cacher toute trace de cette nuit. Y compris la traînée de sang qu'elle avait essuyée dans la cage d'escalier, mais qu'elle savait ne pas avoir complètement nettoyée. La blessure à son abdomen nécessitait des pointes de suture. La trousse de premier secours à 10 $ n'avait pas de fil chirurgical, pas d'aiguille de courbe, rien, sauf quelques pansements adhésifs et un tube de pommade périmé depuis l'été dernier. Mais Maeve avait une aiguille à coudre et du fil à rideau. Du fil épais, le genre qu'elle avait acheté dans une friperie pour 2 $ la bobine afin de réparer le rideau de chambre effiloché suspendu à sa fenêtre. Elle avait aussi une demi-bouteille de vodka bon marché dans le placard de la cuisine. Le genre qu'elle avait acheté pour mélanger avec du jus d'orange les nuits où elle ne pouvait pas dormir. Mais elle ne l'avait jamais ouverte. Elle l'a ouverte ce soir, mais pas pour boire. Maeve se lava les mains 3 fois avec du savon à vaisselle. Elle tint l'aiguille à coudre au-dessus de la flamme de la cuisinière à gaz jusqu'à ce que la pointe devienne rouge. Elle versa de la vodka sur la blessure et il sursauta dans son délire. Sa main se leva brusquement pour saisir son poignet avec une force si grande qu'elle faillit crier. Mais ses yeux restaient fermés. Il était toujours perdu dans la fièvre. Elle retira sa main, doucement mais fermement, et commença à coudre. L'aiguille les traversa la peau. Le fil à rideau rapprocha les bords de la blessure. Ses mains ne tremblaient pas. C'étaient les mêmes mains qui avaient recousu la déchirure dans le dos de Bree quand sa sœur avait 12 ans. Les mêmes mains qui avaient recousu son propre bras à la blanchisserie. Elles étaient si habituées à la sensation d'une aiguille traversant la chair vivante que c'en était devenu presque banal. 7 points de suture, inégaux, mais solides. Elle essuya le sang, posa une gaze dessus, la fixa avec du ruban adhésif. Puis elle retourna à sa place sur le sol et attendit. Il a déliré pendant les 3 heures suivantes. Une forte fièvre, la sueur l'imprégnant, son corps chaud comme du charbon ardent. Et il parlait dans son délire. Pas le babillage insensé d'un homme fiévreux ordinaire. Des ordres. Dites à Connors de retirer la cargaison avant vendredi. Personne ne quitte le bâtiment. Je me fiche de la raison. Je me soucie du résultat. Sa voix dans la fièvre n'avait rien à voir avec la voix rauque qu'il avait dans la cuisine du restaurant. Elle était tranchante, froide,
habitué à commander, habitué à être obéi. La voix d'un homme qui détenait le pouvoir sur de nombreuses vies. Maeve était assise et écoutait, les deux bras enroulés autour de ses genoux, essayant de ne pas penser à ce que ces mots signifiaient. Le matin est arrivé avec une faible lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Il se réveilla et sa première réaction ne fut pas de regarder la blessure à son abdomen. Ce ne fut pas de demander où il était. Ses yeux s'ouvrirent et balayèrent la pièce en exactement 3 secondes. La fenêtre, la porte, le couteau de cuisine sur l'étagère, la distance entre l'endroit où il était allongé et chaque sortie possible. C'est seulement alors qu'il regarda Maeve. Qui d'autre que vous sait que je suis ici? Ce n'était pas une question. C'était un ordre exigeant une réponse. Personne, dit Maeve sans se lever, sans se rapprocher. Qui m'a amené ici? C'est moi, seul, 4 pâtés de maison, 4 étages d'escalier. Vous pesez le double de mon poids au cas où vous vous poseriez la question. Il ne dit rien. Son regard se posa sur son abdomen, observant les pointes de suture grossiers faits avec du fil à rideau, le pansement de fortune, le ruban adhésif en papier. Puis il la regarda de nouveau. Avec quoi m'avez-vous recousu? Une aiguille à rideau, du fil à 2 $ la bobine, de la vodka bon marché au lieu d'alcool à friction. Elle pencha la tête. Quelque chose à redire? Et pour la première fois depuis qu'il s'était écrasé dans la cuisine de son restaurant, Maeve vit quelque chose changer sur ce visage. Pas un sourire, pas de la douceur, juste une pause. Comme si la machine de calcul constant dans son esprit avait rencontré une équation sans réponse familière. Une jeune femme mince et épuisée, criblée de dettes, avait ramené un étranger en sang chez elle. Elle avait recousu son abdomen avec ses sutures grossières et improvisées, et elle avait veillé sur lui toute la nuit. Non pas parce qu'elle avait peur qu'il meure, mais parce qu'elle avait peur que sa fièvre ne monte en convulsion et qu'elle ne sache pas quoi faire. Il avait rencontré de nombreux types de personnes dans sa vie. Des gens qui le craignaient, des gens qui voulaient quelque chose de lui, des gens qui voulaient le tuer. Mais jamais ce genre-là. Merci, dit-il. 2 mots, lourds et maladroits. Comme s'il s'était coincé quelque part dans sa gorge et avait dû être expulsé par effort plutôt que par habitude. Maeve le regarda. « Vous me devez plus qu'un merci, dit-elle. Vous me devez une demi-bouteille de vodka, une bobine de fil utilitaire et une nuit de sommeil. » Ray n'est pas parti. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Maeve l'a compris à la façon dont il se tenait à la fenêtre chaque fois qu'une voiture ralentissait dans la rue. Ses yeux se plissaient, tout son corps se mettait dans cet état de préparation qu'elle avait reconnu dès la première nuit. Le genre de préparation qui appartenait à un homme habitué à être chassé. Le deuxième jour, il a essayé de se lever et de marcher, et les pointes de suture y ont recommencé à saigner. Le troisième jour, il pouvait bouger sans grimacer, mais il ne s'approchait toujours pas de la porte. Ils n'en ont pas parlé. Personne n'a dit « Tu devrais rester ou je partirai quand je pourrai ». C'est simplement arrivé. Comme 2 étrangers échoués sur le même bateau en mer, sans rem entre eux. Maeve travaillait toujours de nuit au Rossies, de 6 heures du soir à 2 heures du matin, 6 jours par semaine. Payée à l'heure avec des pourboires que les clientes du Southside laissaient rarement. Elle quittait la maison alors qu'il faisait encore jour et revenait quand la ville dormait. Et chaque fois qu'elle ouvrait la porte de l'appartement, elle découvrait que quelque chose d'autre avait changé. Le deuxième jour, les chaussures qu'elle jetait toujours négligemment près de la porte étaient soigneusement alignées. Le troisième jour, le robinet de la cuisine qui fuyait depuis 4 mois s'est soudainement arrêté. Le quatrième jour, elle a ouvert le placard de la cuisine et s'est immobilisée. Tout avait changé. Les tasses étaient rangées par taille de gauche à droite, les assiettes empilées par diamètre, les épices alignées par fréquence d'utilisation, le sel et le poivre à l'avant, le pot de cannelle qu'elle ne touchait presque jamais repoussé tout au fond, la boîte de céréales posée à plat au lieu d'être debout pour gagner de la place. Maeve resta là, à regarder l'étrange cuisine à l'intérieur de sa propre maison. Puis elle se tourna vers Ray, assis sur le canapé, aussi calme que s'il n'avait pas restructuré tout le système d'exploitation d'une cuisine de 6 mètres carrés. « Tu as organisé ma cuisine, dit-elle. Ce n'était pas une question. Elle manquait de système, répondit Ray,
ses yeux ne quittant jamais le livre qu'elle gardait sur l'étagère. Un exemplaire usé du livre des souris et des hommes. J'utilise cette cuisine depuis 2 ans. 2 ans sans système. Maeve voulait être agacée, mais elle ne le pouvait pas, car il avait raison. La cuisine était plus ordonnée maintenant, plus propre. Et pour la première fois, elle ouvrit un tiroir sans avoir à y fouiller pendant 10 minutes pour trouver l'ouvre-boîte. Elle ne dit pas merci. Il n'avait pas besoin de l'entendre. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était l'instinct de contrôle d'un homme habitué à tout contrôler. Et quand il était piégé dans un appartement de 35 mètres carrés sans rien qu'il puisse contrôler, il contrôlait la seule chose disponible pour lui, la cuisine. Maeve le comprit, mais elle ne le dit pas à voix haute. Il y avait des choses qu'elle choisissait de ne pas dire. Tommy est passé le jeudi soir. Il avait 10 ans, des cheveux bouclés, de grands yeux bruns, un t-shirt trop grand et un jean déchiré aux genoux. Non pas par mode, mais parce qu'il n'en avait pas d'autre repère. Le garçon vivait avec sa mère au 3e étage. Madame Deirdre, une infirmière de nuit à l'hôpital du comté. Et chaque fois que sa mère allait travailler, Tommy montait à l'appartement de Maeve pour dîner et dormait sur son canapé jusqu'à ce que sa mère rentre à 6 heures du matin. Maeve a préparé des macaronis au fromage en boîte pour Tommy. Son propre dîner était de l'eau et un demi-paquet de crackers qu'elle gardait cachés dans le tiroir pour que Ree ne les voie pas. Bien qu'elle soupçonnât qu'il voyait tout, elle mit de côté les restes de macaronis pour que Tommy les emporte pour le déjeuner du lendemain. Dans son réfrigérateur, il ne lui restait que 3 œufs, une brique de lait presque périmée, et trop de fierté pour admettre qu'elle avait faim. Tommy regarda Ree, assis dans le coin du salon, avec la curiosité intrépide que seuls les enfants possèdent. « Tu es le petit ami de Maeve ?» demanda-t-il, la bouche pleine de macaroni. « Non, » dit Maeve rapidement. « Il est... » Elle s'arrêta. Qu'était-il? Un étranger poignardé qu'elle avait ramené chez elle. Un homme qui portait un pistolet dans la poche de sa veste de costume. Celui qui avait réorganisé sa cuisine avec une précision militaire. Un ami, dit-elle finalement. Et le mot semblait à la fois trop faible et beaucoup trop fort. Tommy accepta la réponse avec l'indifférence facile d'un enfant de 10 ans et se remit à manger. Ree ne dit pas un seul mot pendant le dîner. Il resta immobile, le livre face contre ses genoux. Ses yeux gris observaient Maeve partager une nourriture qu'elle n'avait pas pour l'enfant d'un voisin qui n'était pas le sien. Il la regardait boire de l'eau au lieu de dîner. Il la regardait sourire à Tommy et lui poser des questions sur l'école alors que son estomac était vide. Maeve n'a jamais surpris ce regard. Mais si elle l'avait fait, elle aurait vu quelque chose que Ree Kensington lui-même ne réalisait pas qu'il ressentait. Quelque chose de dangereusement proche de l'étonnement. Le genre d'étonnement réservé aux choses qu'il n'avait jamais rencontrées dans son monde. Un monde où les gens ne donnaient que lorsqu'ils avaient un surplus. Jamais quand ils n'avaient rien du tout. Maeve est rentrée plus tard que d'habitude cette nuit-là. 2h45 au lieu de 2 heures. Elle ouvrit la porte aussi silencieusement que possible, espérant que Ree s'était déjà endormi. Mais il était debout à la fenêtre, regardant dehors, et se tourna dès qu'il entendit la serrure. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là. Elle ne demanda pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était une douche, dormir et oublier cette nuit. Mais Ree le vit avant qu'elle ne puisse le cacher. Son poignet gauche, celui qu'elle avait gardé couvert tout le long du trajet en tirant sur sa manche, portait une ecchymose en forme de 5 doigts. Claire, distincte, impossible à confondre. Quelqu'un lui avait attrapé le poignet et l'avait serré. Maeve vit le moment exact où Ree le remarqua. Ses yeux étaient sur elle, glissèrent vers sa main, s'arrêtèrent sur l'ecchymose et changèrent. Ils ne s'assombrirent pas de manière ordinaire. Ils s'éteignirent, comme si quelqu'un avait débranché tout ce qui se trouvait derrière ses yeux pour ne laisser qu'une seule chose, froide, immobile et très, très dangereuse. « Qui ?» dit-il, un seul mot. Pas une question, une exigence. « Personne », dit Maeve en rabaissant sa manche. « Juste Polk, le gérant. C'est un minable qui s'occupe de recouvrement de dettes de bas niveau pour le quartier. Il avait bu et m'a attrapé la main quand j'ai refusé de rester pour nettoyer davantage. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, répéta Ree, sa voix si plate qu'elle fit se hérisser les poils sur la nuque de Maeve. Quel est son nom? Demanda Ree. Non, dit Maeve, et cette fois, elle le regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin que tu règles mes problèmes, je te l'ai déjà dit. Ils se regardèrent à travers la petite pièce,
et l'air entre eux semblait si lourd que Maeve pouvait presque l'entendre. Puis Ree hocha la tête une fois et se retourna vers la fenêtre. Mais Maeve savait que ce n'était pas fini. Elle le savait à la façon dont sa mâchoire se serra, exactement comme la veille après-midi, quand Poke était venu frapper à la porte. Elle alla prendre une douche, laissant l'eau chaude couler sur son poignet meurtri jusqu'à ce que sa peau devienne rouge. Puis elle changea de vêtements et revint. Car ce soir-là, c'était le soir de changer le pansement de Ree. La fermeture grossière cousue à la main devait être vérifiée tous les 2 jours. Elle avait plus peur de l'infection que de toute autre chose dans cet appartement. Ree s'assit sur le canapé et enleva sa chemise quand elle sortit, portant de la caillise et une bouteille d'eau oxygénée. Et cette fois, sous la lumière de la cuisine, Maeve vit ce que l'obscurité avait caché. Des cicatrices. Pas une ou deux, mais toute une carte. Une longue cicatrice partait de ses côtes gauche vers son dos, lisse et blanche, guérie depuis longtemps. 2 petites marques rondes sur son épaule droite, leur taille et leur forme impossibles à confondre. Des blessures par balle, une ligne rugueuse et en relief sur son bas-ventre, le genre de cicatrice laissée par quelqu'un recousu à la hâte sans hôpital, et des dizaines de marques plus petites éparpillées sur ses bras, sa poitrine et son dos. Une carte de la violence. L'histoire d'un corps si habitué à être blessé que la chair ne prenait même plus la peine de protester. Maeve changea le pansement en silence, ses mains se déplaçant légèrement sur chaque cicatrice sans commentaire. Elle sentait Ree suivre chacun de ses mouvements. Elle sentait la tension dans son corps chaque fois que ses doigts s'approchaient trop de la blessure fraîche. Puis, alors qu'elle attrapait le rouleau de ruban adhésif, sa manche glissa et l'achymose apparut sous la lumière. Ree prit doucement son poignet, si doucement que Maeve sentit à peine la pression. Ses doigts se posèrent exactement sur l'achymose, recouvrant la marque des 5 doigts laissés par un autre homme avec sa propre main. Comme s'il écrivait par-dessus quelque chose, l'effaçant et le remplaçant. Ils ne parleront pas. Ils n'en avaient pas besoin. Maeve regarda sa main sur son poignet, cette même balafrée la tenant aussi légèrement que possible. Et elle pensa que c'était peut-être la chose la plus proche que cet homme connaissait pour montrer de l'inquiétude. Pas par des mots, mais par la présence, en posant sa main sur l'endroit où elle avait mal et en y restant. Cette nuit-là, après que Ree se soit endormie sur le canapé et que l'appartement soit tombé dans le silence, Maeve était allongée dans son lit avec son vieux téléphone à la main. L'écran était fissuré dans un coin. Elle y pensait depuis la première nuit. Depuis le pistolet, le couteau, la bague. Depuis la façon dont il balayait une pièce du regard avant même de regarder une personne. Depuis les ordres qu'il avait donnés dans son délire. Depuis la façon dont il avait reconnu exactement quel genre d'homme était Polk d'un seul coup d'œil. Elle tapa dans la barre de recherche. Cicatrice mâchoire gauche crime Chicago. Le premier résultat était un article du Chicago Tribune datant de 3 ans. Une photographie d'un homme sortant d'un immeuble en verre du centre-ville. Costume noir, yeux gris, une cicatrice le long du côté gauche de sa mâchoire. Le titre disait « Ree Kensington et l'Empire de l'ombre au cœur de Chicago ». Elle lut « Syndicat Kensington, trafic d'armes, blanchiment d'argent, usure, 12 affaires non résolues liées à l'organisation. Le FBI surveillait depuis des années, mais n'avait jamais eu assez de preuves. Fortune est estimée à des centaines de millions. Son nom dans le milieu, le diable. » Maeve posa le téléphone, regarda vers la porte de la chambre, laissée légèrement ouverte. De là où elle était allongée, elle pouvait voir une partie du canapé. Les pieds nus de Ree dépassant du bord de la fine couverture. Les pieds du diable. L'homme que Chicago appelait un diable dormait sur un vieux canapé dans son appartement délabré, sous une fine couverture. Son abdomen tenu ensemble par rien de plus que son humble travail manuel. Maeve ne s'enfuit pas. Elle ne verrouilla pas la porte de la chambre. Elle n'appela pas la police. Elle éteignit le téléphone, le posa sur sa poitrine et fixa le plafond dans le noir. Il y avait une fissure qui traversait le plâtre, une fissure qu'elle avait fixée chaque nuit pendant 2 ans. Mais ce soir, elle semblait différente. Tout semblait différent une fois qu'elle sut que l'homme de l'autre côté de la porte n'était pas un étranger qui s'était égaré en sang dans la cuisine de son restaurant par hasard. Il était l'homme qui avait construit la machine qui broyait sa vie en poussière. Et pourtant, elle ne s'enfuit pas. Le blizzard s'est abattu sur Chicago le matin du 8e jour.
comme si quelqu'un avait ouvert en grand la porte de l'hiver et avait oublié de la refermer. Le vent hurlait à travers les fissures du vieux cadre de la fenêtre, et la neige tombait si épaisse que Maeve ne pouvait même pas voir l'immeuble d'en face. À 3 heures de l'après-midi, le courant a été coupé. Tout le Southside a sombré dans l'obscurité, et le froid a commencé à s'insinuer dans chaque appartement comme quelque chose de vivant et d'affamé. Maeve portait 2 pulls et frissonnait encore. Elle cherchait des bougies dans le tiroir de la cuisine quand Ree avait déjà ouvert la porte et était sorti dans le couloir. Elle n'eut même pas le temps de lui demander où il allait avant qu'il ne revienne avec Tommy. Le garçon de 10 ans portait un pyjama fin, des chaussettes trouées aux orteils, le visage pâle de froid. Sa mère était partie pour son service de nuit à midi, et l'appartement du 3e étage n'avait rien d'autre qu'une couverture et un système de chauffage en panne. « Assieds-toi ici », dit Ree à Tommy, sa voix n'étant ni une question, ni une suggestion, mais un ordre. Le garçon s'assit immédiatement. Ree alluma la cuisinière à gaz. Une flamme bleue jaillit dans le noir, petite mais stable, et Maeve regarda cette flamme avec un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose de familier et d'étrange à la fois. Le feu avait emporté ses parents. Le feu avait laissé les brûlures sur la peau de Bree que 11 ans n'avaient pas guéri. Mais ce soir, au milieu d'un appartement glacial et sombre, la flamme bleue de la cuisinière à gaz était la seule chose qui les maintenait en vie. Ree se déplaçait dans l'obscurité par instinct. Il rapprocha le canapé de la cuisinière. Il rassembla toutes les couvertures de l'appartement et construisit un nid pour Tommy. Il fit chauffer de l'eau et prépara du thé avec le dernier sachet bon marché du placard. Chaque action était décisive, rien de gaspillé, rien ne manquait, comme s'il avait mené des gens à travers des crises 100 fois auparavant. Et cet appartement de 35 mètres carrés n'était qu'une salle de conseil plus petite. « Bois », dit-il à Maeve en lui tendant la tasse de thé. Ce n'était pas une offre. « Tu as l'habitude de donner des ordres, n'est-ce pas ?» dit Maeve en prenant la tasse. Les mots semblaient légers, mais portaient plus de poids que tout ce qu'elle avait dit auparavant. Car maintenant, elle savait qui il commandait. Elle savait quel empire répondait à cette voix. Elle savait combien de personnes tremblaient quand cette voix donnait un ordre. Ree la regarda un instant de plus que d'habitude, puis dit « C'est une habitude difficile à perdre. » Tommy dormait avant 9 heures, enroulé sous les couvertures sur le canapé comme un chat, respirant régulièrement. L'appartement devint silencieux, à l'exception du vent qui hurlait dehors et de la combustion régulière de la flamme de gaz. Maeve alluma 2 autres bougies sur le sol de la cuisine. Le genre de bougies blanches bon marché qu'elle achetait au magasin à 1$ et gardait pour les nuits de panne de courant. La lumière jaune des bougies se déplaçait doucement sur les murs, projetant des ombres douces. Et la petite cuisine ressembla soudain à un autre monde, plus chaud, plus petit, plus sûr. Ils s'assirent sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards, les épaules se touchant presque. Maeve tenait la tasse de thé refroidie à 2 mains et fixait la flamme de la bougie. « J'avais 16 ans quand un incendie a emporté mes parents, dit-elle. Elle ne savait pas pourquoi elle le disait. Peut-être parce que l'obscurité facilitait la confession. Peut-être parce que la bougie lui rappelait un autre type de feu. Ça a commencé au 1er étage, une vieille installation électrique. Mon père a fait sortir Bree par la fenêtre du 2e étage avant que le plafond ne s'effondre. Bree a été brûlée sur 60% de son corps. Elle avait 8 ans, elle s'arrêta et prit une profonde inspiration. J'étais à l'école quand c'est arrivé. Je n'étais pas à la maison. Parfois, je pense que si j'avais été là, les choses auraient été différentes. Parfois, je pense que si j'avais été là, je serais morte aussi. Aucune de ces pensées n'aide. » Ree écouta en silence. Il ne l'interrompit pas. Il ne dit pas « je comprends » ou « je suis désolé » ou aucune des choses que les gens disent quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Il a juste écouté. Et ce silence, étrangement, était exactement ce dont Maeve avait besoin. « Je me suis occupé de Bree depuis », continua-t-elle. « J'ai abandonné l'école, j'ai fait tous les boulots que je pouvais. Blanchisserie, restaurant, ménage. Les chirurgies reconstructrices pour Bree coûtent plus que tout ce que j'ai jamais gagné. Mais j'ai continué parce que c'est Bree, parce que c'est la seule chose qui me reste. » Silence. La bougie vacilla. Puis Ree parla, sa voix plus basse que d'habitude, presque un murmure. Personne ne m'a jamais raconté son histoire parce qu'il voulait la partager. Maeve se tourna pour le regarder.
Ils ne me les racontent que parce qu'ils veulent quelque chose de moi, a-t-il continué. Ses yeux gris fixés sur la flamme de la bougie, pas sur elle. De l'argent, du pouvoir, de la protection, chaque histoire a un prix. Et Maeve comprit que ces mots contenaient une solitude plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais entendu. Plus profonde que la faim, plus profonde que la pauvreté. La solitude d'un homme qui avait tout et qui n'avait jamais eu personne à ses côtés sans demander quelque chose en retour. Elle ne réfléchit pas, ne pesa pas le pour et le contre. Elle ne se rappela pas qu'il était Ree Kensington, le diable, chef du syndicat Kensington. L'homme dont elle avait lu les 12 affaires sur l'écran fissuré de son téléphone la nuit précédente. Elle s'est seulement penchée vers lui et posé sa main contre sa joue, a tourné son visage vers le sien et l'a embrassé. Légèrement, lentement. Ses lèvres touchèrent les siennes avec une douceur qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore. Ree s'immobilisa sous sa main. Une seconde, deux, puis il lui rendit son baiser, mais pas avec la faim qu'elle aurait pu imaginer. Avec soin, lentement, en tremblant. Comme s'il touchait quelque chose qu'il craignait de briser s'il utilisait trop de force. Comme si lui, un homme qui n'avait peur de rien dans ce monde, avait peur de gâcher ce moment. Dehors, le blizzard hurlait. Dans la cuisine, la bougie brûlait régulièrement. Et Maeve embrassa le diable avec des lèvres qui savaient exactement qui il était et qui pourtant ne se retirèrent pas. Après le baiser de la nuit du blizzard, aucun d'eux n'en a parlé. Aucun d'eux n'en avait besoin. Il existait entre eux, de la même manière que cette bougie avait brûlé sur le sol de la cuisine cette nuit-là. Silencieux et impossible à ignorer. Ree est resté. Personne n'a dit « reste » ou « je resterai ». Il était simplement là chaque fois que Maeve rentrait de son service de nuit. Et peu à peu, sa présence est devenue une partie de l'appartement. Comme la fissure au plafond ou le robinet qui ne fuyait plus. Il a tout réparé. La charnière du placard qui grinçait depuis 1 an a été resserrée. La serrure lâche de la porte d'entrée a été remplacée par une nouvelle. Maeve n'avait aucune idée d'où il l'avait eue. Le tuyau sous l'évier qui fuyait depuis 7 mois était soudainement sec. Et il cuisinait. C'est ce qui a le plus déstabilisé Maeve. Le premier jour où il est entré dans la cuisine, elle pensait qu'il ferait bouillir des pâtes ou frire des œufs. Car c'était la limite de ce que contenait son réfrigérateur. Mais il a regardé 3 œufs, un demi-oignon, le sachet de fromage en poudre que Tommy avait laissé. Et il en a fait quelque chose qui a fait s'arrêter Maeve après la première bouchée. Car elle ne pouvait pas croire que cela sortait de sa cuisine de 6 mètres carrés. « Où as-tu appris à cuisiner ?» a-t-elle demandé. « Compétence de survie » a-t-il répondu. Et Maeve savait que c'était un mensonge. Car aucune compétence de survie n'apprend à battre des œufs comme pour une omelette française. Ou à savoir exactement quand le fromage atteint le point de fusion parfait. C'était la compétence d'un homme qui avait mangé dans des restaurants étoilés assez souvent pour se souvenir de la technique. Mais elle n'a pas posé plus de questions. Il y avait des choses qu'elle choisissait de ne pas dire. Dans les jours qui ont suivi, le petit appartement est devenu un espace où ils existaient tous les deux ensemble, mais sans jamais se toucher de trop près. Chaque fois que Maeve passait devant lui dans la cuisine étroite, son épaule frôlait sa poitrine, et tous deux retenaient leur souffle un instant. Chaque fois qu'elle s'asseyait à côté de lui sur le canapé pendant que Tommy faisait ses devoirs, sa cuisse était à 3 centimètres de la sienne, et ses 3 centimètres brûlaient. Chaque fois qu'elle changeait son pansement et que ses doigts glissaient sur la peau de son abdomen, elle sentait ses muscles se contracter sous sa main et entendait sa respiration changer. Et elle devait détourner le visage, de peur qu'il ne voie la rougeur de ses joues. Ree se retenait. Maeve le savait. Elle le voyait dans la façon dont il retirait sa main chaque fois qu'elle s'approchait de la sienne. Dans la façon dont il se levait et s'éloignait du canapé quand elle s'asseyait trop près. Dans la façon dont ses yeux la suivaient dans la pièce, puis regardaient ailleurs chaque fois qu'elle se tournait. Il la désirait, elle le savait, et elle le désirait aussi. Elle le savait aussi, mais entre eux se trouvait une vérité qu'elle seule portait, qu'il était le diable et que son monde l'engloutirait si elle y mettait les pieds. Puis l'hôpital a appelé. Maeve faisait la vaisselle après le dîner quand le téléphone a vibré. Elle a répondu, a écouté, et tout en elle s'est effondré sans un bruit. Bree avait besoin d'une chirurgie reconstructrice d'urgence. La dernière procédure n'avait pas entièrement réussi. Le tissu était infecté. Et si elle n'avait pas une autre opération dans les 2 semaines,
Le risque de complications graves serait élevé. Le coût, 80 000 80 000 Maeve posa le téléphone sur la table, regarda l'évier, regarda les bulles de savon sur ses mains et pleura. Pas le genre de pleurs silencieux auquel il s'était habitué un 11 ans à s'occuper de Brie. C'étaient les pleurs d'une personne qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps et dont le corps avait finalement refusé de porter une chose de plus. Ses épaules tremblaient, ses mains agrippaient le bord de l'évier. Des larmes tombaient dans la mousse de savon. Et elle ne pouvait pas s'arrêter, même si elle se mordait la lèvre jusqu'au sang. Ree se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là. Il ne la prit pas dans ses bras. Il ne dit pas « tout ira bien », car tous deux savaient que ce serait un mensonge. Il a seulement demandé, sa voix basse et claire. « Combien? » « Ce n'est pas ton problème, » dit Maeve à travers ses larmes. « Combien, Maeve? » C'était la première fois qu'il prononçait son nom sans aucun autre mot après. Juste son nom et la façon dont il l'a dit, avec la voix qu'elle savait qu'il utilisait pour commander un empire, mais plus douce maintenant, plus basse, presque suppliante, la fit pleurer encore plus fort. Elle secoua la tête, ne dit rien, ne pouvait rien dire. Et cette nuit-là, toutes les barrières sont tombées. Maeve ne se souvenait pas qui avait commencé. Peut-être était-ce elle, quand elle prit sa main sur le canapé et ne la lâcha pas. Peut-être était-ce lui, quand il toucha son visage pour essuyer ses larmes et que ses doigts restèrent sur sa joue plus longtemps que nécessaire. Mais quand leurs bouches se rencontrèrent pour la deuxième fois, ce ne fut en rien comme le baiser de la nuit du blizzard. C'était féroce, désespéré. L'odeur de la cire de bougie brûlant sur le sol de la cuisine se mêlait à l'odeur de la peau, de la sueur et des larmes pas encore sèches. Il la souleva comme si elle ne pesait rien, et elle s'enroula autour de lui comme s'il était la seule chose qui l'empêchait de sombrer. Et quand ce fut fini, quand ils furent allongés sur le petit lit de la petite chambre, avec la sueur, le souffle et le silence entre eux, Maeve le regarda dormir. La lumière des bougies de la cuisine filtrait encore par la fente de la porte, peignant des ombres dorées sur son visage. La cicatrice le long de sa mâchoire, des cils sombres, des lèvres légèrement entr'ouvertes. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, moins dangereux, presque inoffensif. Presque. Maeve pensa, « Je sais qui tu es. J'ai lu les articles sur les 12 affaires. J'ai vu Pogue trembler quand tu l'as regardé. Je sais que ton monde pourrait m'écraser, et j'ai plus peur de te perdre que je n'ai peur de toi. » Maeve a vu le SUV noir avant de voir quoi que ce soit d'autre. Il était garé juste en face de son immeuble, brillant au milieu du Southside comme une coupure sur la peau. Trop propre, trop cher, trop déplacé pour l'endroit où il se trouvait. 2h15 du matin, juste après la fin de son service de nuit. Maeve avait mal aux pieds et son tablier portait encore l'odeur de la graisse. Elle s'arrêta net sur le trottoir et fixa le véhicule. Et chaque instinct de survie que le Southside lui avait appris lui disait de faire demi-tour et de s'éloigner. Mais c'était son immeuble, son appartement, et il était à l'intérieur. Elle monta les 4 étages, le cœur battant dans ses oreilles. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée. Elle la poussa. Et le monde à l'intérieur n'était plus celui qu'elle avait quitté 8 heures plus tôt. 3 hommes en costume noir se tenaient dans son salon. Grands, larges d'épaules, sans expression. Positionnés dans une formation que Maeve reconnut instantanément comme un service de protection. Un de chaque côté et un derrière. Des chaussures en cuir poli sur son plancher de bois bon marché. L'odeur de parfum cher tranchant avec la dernière trace de cire de bougie près de l'étagère de la cuisine. Et au milieu d'eux, Ree. Mais pas son Ree. Pas l'homme qui faisait des omelettes avec les 3 derniers œufs de son réfrigérateur. Pas l'homme qui s'était assis sur le sol de la cuisine à la lueur des bougies et lui avait dit que personne ne lui avait jamais partagé une histoire simplement parce qu'il le voulait. Pas l'homme qui l'avait embrassé avec cette sorte de soin douloureux, comme s'il avait peur de briser quelque chose. L'homme qui se tenait au milieu de son salon était quelqu'un d'autre. Son dos droit comme de l'acier, ses épaules ouvertes, son menton légèrement relevé. Ses yeux dépouillés de la douceur qu'elle avait touchée quelques heures auparavant. Il parlait, sa voix sculptant chaque mot, propre, froide et exacte comme une lame chirurgicale. Et les 3 grands hommes écoutaient, la tête légèrement baissée. Ils n'osaient pas le regarder dans les yeux. Ils n'osaient pas de l'interrompre.
Ils avaient une peur. Ils avaient une peur de lui. Maeve avait lu les articles sur les 12 affaires sur l'écran fissuré de son téléphone. Elle avait lu les mots « le diable ». Elle savait qui il était depuis la 4e nuit. Mais le savoir depuis un écran et le voir de ses propres yeux étaient deux choses différentes. Si complètement différentes que Maeve eut l'impression d'avoir été frappée. Sur un écran, Ree Kensington était de l'encre et une photo floue. Devant elle, il était le pouvoir en chair et en os. Le genre de pouvoir qui faisait que 3 hommes, une fois et demie plus grands qu'elle avait peur de respirer trop fort. Patron, a dit l'un des 3 hommes, un seul mot, et il a frappé Maeve comme une pierre lancée en pleine poitrine. Patron, pas Ree, pas l'homme dont elle avait recousu l'abdomen avec du fil à rideau et qu'elle avait embrassé dans le noir. Patron. Ree se tourna en entendant la porte. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la pièce. Et Maeve vit le moment du changement. De patron à Ree. De l'acier à quelque chose de plus doux. Mais pas entièrement. Comme s'il essayait de remettre un vieux vêtement qui ne lui allait plus. Maeve, dit-il, et sa voix était prise entre 2 mondes. Pas assez froide pour être celle du patron. Pas assez chaude pour être celle de l'homme qu'elle connaissait. Les 3 hommes la regardèrent, l'évaluèrent, la calculèrent. Quand elle vit leurs yeux parcourir le tissu graisseux de son uniforme, les chaussures usées, les cheveux châtain-roux en désordre après 8 heures de travail. Elle les vit la classer dans leur esprit et la ranger dans le tiroir marqué sans importance. Maeve regarda Ree et au lieu du choc, au lieu de la peur, au lieu de feindre la surprise, elle dit « Je sais ». Silence. Les 3 hommes se figèrent. Ree se figea. « Je sais depuis la 4e nuit », continua-t-elle, sa voix stable, ses yeux ne le quittant jamais. J'ai cherché sur Google la cicatrice sur ta mâchoire. J'ai lu les articles sur le syndicat Kensington, sur les 12 affaires, sur ton surnom. Elle déglutit. Je savais qui tu étais quand je t'ai embrassé la nuit du blizzard. Je savais qui tu étais quand j'ai couché avec toi la nuit dernière. Et Maeve le vit, la chose dont elle se souviendrait à sa mort. Quelque chose se brisa dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la peur. Quelque chose que Maeve n'aurait jamais cru qu'il soit capable de ressentir. Une impuissance totale face à quelqu'un qui savait exactement quel genre de monstre il était et qui choisissait quand même de rester. Patron. L'homme aux cheveux poivre et aisselle brisa le silence, sa voix professionnelle et sans émotion. Connors a été traité sous patron. Warren assure le commandement pour l'instant, mais la situation est instable. Nous avons besoin de vous immédiatement. Ree ne regarda pas l'homme qui parlait. Ses yeux restèrent sur Maeve. Et Maeve vit la guerre sur son visage. Entre le patron et Ree. Entre l'empire qui l'appelait et le petit appartement qui sentait encore faiblement la cire de bougie. Entre le pouvoir et la fille portant les marques de son dur labeur comme un insigne d'honneur. Elle connaissait l'issue avant même qu'il ne dise un mot. Elle l'avait toujours su. Ree dit aux 3 hommes d'attendre dehors. Il n'expliqua pas. Il ne dit pas pour combien de temps. Juste un regard. Et ils disparurent par la porte comme s'ils n'avaient jamais existé, laissant derrière eux l'odeur de parfum cher et les marques de chaussures en cuir poli sur un plancher de bois bon marché. La porte se referma, l'appartement devint silencieux. Pas le silence ordinaire de 2 heures du matin, mais le genre de silence qui a un poids. Le genre qui appuie sur la poitrine et chasse tout l'air de la pièce. Maeve se tenait près de la porte, toujours vêtue du coton rêche qui avait vu trop de services de nuit au Rosie's Diner, l'odeur s'accrochant à ses cheveux. Ree se tenait au milieu du salon, et les 4 pas entre eux semblaient soudain plus larges que toute la ville de Chicago. Il ne ressemblait plus à Ree. Le pull emprunté à la pile de vêtements donnés semblait maintenant déplacé sur lui. De la même manière que ce costume cher avait semblé déplacé sur le sol de la cuisine du restaurant la première nuit. Il se tenait entre 2 mondes, et aucun ne lui convenait maintenant. Maeve ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle avait pleuré la nuit dernière pour Bree, et son corps n'avait plus de larmes pour ce soir. Elle enleva simplement son tablier, le plia, le posa sur le dossier d'une chaise, puis s'assit à la table de la cuisine. Des mouvements lents, calmes, comme si elle se préparait pour un autre service de nuit au lieu du moment de perdre quelque chose qu'elle n'avait même pas eu le temps de nommer. « Assieds-toi ».
C'est-tu droit, dit-elle. Ri s'assit en face d'elle. La petite table de cuisine se tenait entre eux. La même table où elle avait compté l'argent des pourboires, où Tommy avait fait ses devoirs, où Ri avait posé des assiettes d'omelette le matin. Sur le dessus de la table, il y avait une petite marque de brûlure. L'endroit où il avait posé son zippo 2 jours plus tôt en pensant à quelque chose qu'elle n'avait pas demandé. Maeve regarda cette marque de brûlure, puis le regarda. Quand tu retourneras dans ce monde, dit-elle, sa voix si plate et égale qu'elle se surprit elle-même. Est-ce que j'existerai encore dans ton esprit? Ree la regarda. Pendant un long moment, ses yeux ne sillèrent pas, et Maeve vit sa mâchoire se contracter et se relâcher, se contracter et se relâcher, comme s'il se battait avec chaque mot avant de lui permettre d'être prononcé. Tu es la seule chose qui existe, dit-il enfin. Sa voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. C'est ça le problème. Le problème, répéta Maeve. Dans mon monde, dit Ree, et elle pouvait l'entendre choisir chaque mot avec soin, comme un homme marchant dans un champ de mine. Les sentiments sont une faiblesse. C'est ce que les ennemis recherchent. C'est le point qu'ils exploitent. Il s'arrêta. Si quelqu'un dans ce monde sait que je tiens à toi, tu deviens une cible. Posse peut-être, certainement. Maeve entendit chaque mot et comprit chaque mot et détesta chaque mot. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient vrais. Elle avait lu assez de choses sur le syndicat Kensington pour savoir qu'il n'exagérait pas. Dans ce monde, les hommes kidnappaient les femmes et les enfants de leurs rivaux, brûlaient les maisons de leurs parents, envoyant des parties de corps comme message. Elle avait lu ça sur l'écran fissuré de son téléphone à 3 heures du matin et avait passé l'heure suivante avec la nausée. « Je ne peux pas t'amener dans ce monde, dit Ree, et je ne peux pas rester dans celui-ci. » Il regarda autour de l'appartement, son regard se posant sur la bibliothèque, le vieux canapé, les rideaux qu'elle avait cousus elle-même, la cuisinière à gaz où elle cuisinait de la bouillie pour Tommy. Et Maeve vit sur son visage quelque chose qui faisait plus mal que la blessure à son abdomen la première nuit. Quelque chose comme du regret. Comme s'il regardait un rêve dont il savait déjà qu'il devait se réveiller. « Alors va-t'en, dit Maeve. 3 mots. Sa voix ne trembla pas. Ses yeux ne se remplirent pas. Elle prononça ces 3 mots sur le même ton qu'elle utilisait avec Polk chaque fois qu'il venait recouvrer une dette. Le ton de quelqu'un de si habitué à la perte que c'en était devenu presque une habitude. Ree ne supplia pas. Il ne dit pas « Donne-moi plus de temps » ou « Je trouverai un moyen ». Maeve pensa que c'était peut-être ce qui faisait le plus mal, qu'il la respectait assez pour ne pas promettre des choses qu'il ne pouvait pas tenir. Il se leva lentement, la regarda une dernière fois, et Maeve surprit le moment où sa main se leva, presque pour atteindre son visage, puis s'arrêtant à mi-chemin et se rétractant. Il ouvrit le zippo dans sa poche, ce petit clic familier qu'elle avait entendu chaque fois qu'il réfléchissait. Puis il le referma. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil, le dos tourné vers elle. « Maeve », dit-il, et son nom dans sa voix sonnait comme une excuse. Il ne savait pas comment parler. Puis il est parti. Le bruit des pas dans les escaliers, le bruit de la porte du bas qui se ferme, le bruit du moteur du SUV qui démarre puis s'éloigne, puis plus rien. Maeve resta assise à la table de la cuisine jusqu'à ce que la bougie se consume entièrement, jusqu'à ce que la première lumière du matin traverse les rideaux, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était assise là depuis 4 heures sans bouger. L'appartement était vide, personne sur le canapé, pas d'odeur de café de la cuisine, pas de bruit de page qui tourne. Les vêtements donnés qu'il avait portés pendant 10 jours étaient pliés proprement sur la chaise. Sur le canapé, le livre des souris et des hommes était posé face contre terre. La page qu'il lisait était cornée. Maeve prit le livre et le pressa contre sa poitrine. Le papier était jauni et la faible odeur de Zippo persistait encore entre les pages. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement assise là, tenant le livre, et écouta l'appartement devenir silencieux d'une manière qu'il n'avait jamais été avant la nuit où il s'était écrasé dans la cuisine de son restaurant. 2 semaines passèrent comme 2 mois. Maeve travaillait toujours de nuit au Rosie's. Elle essuyait toujours les tables, faisait toujours la vaisselle, supportait toujours le regard du gérant qu'elle aurait voulu lui arracher des orbites. Tout était exactement comme avant que Ree ne s'écrase dans la cuisine de son restaurant. Sauf que tout était complètement différent. Son appartement était silencieux d'une mauvaise manière.
Personne ne réorganisait plus la cuisine. Personne ne faisait d'omelette avec les 3 derniers œufs. Personne ne s'asseyait sur le canapé pour lire avec un zippo s'ouvrant et se fermant dans une main. Elle dormait, mais ne se reposait pas. Elle mangeait, mais ne goûtait rien. Elle existait, mais une partie d'elle était partie avec ce SUV noir cette nuit-là et n'était jamais revenue. Le 3e jour, l'hôpital a appelé. Bree avait été mise sur le programme opératoire. La totalité des 80 000 $ avait été payée par une partie anonyme. Maeve se tenait dans la cuisine, le téléphone pressé contre son oreille, et ressentit de la gratitude et de la colère en même temps, avec une intensité qui la laissa presque sans souffle. Il avait payé pour Bree. Bien sûr qu'il avait payé, car c'était ainsi qu'il fonctionnait, en résolvant les problèmes avec de l'argent et du pouvoir, avec des choses qu'il avait en abondance au lieu de la présence qu'il refusait de donner. Elle écrivit une lettre à Kensington Holdings, le siège principal au centre-ville de Chicago. La tour de verre qu'elle avait vue en photo sur son téléphone. La lettre était courte. « Je n'accepte pas la charité. Envoyez-moi la facture. Je rembourserai chaque centime. » La lettre revint 4 jours plus tard. Aucun destinataire à cette adresse, tamponnée en rouge sur l'enveloppe. Elle la renvoya. Elle revint à nouveau. La 3e fois, elle ne l'envoya pas. Elle déchira l'enveloppe et la brûla sur la cuisinière à gaz, regardant le papier se recroqueviller en cendres dans la flamme bleue. Et elle pensa que c'était probablement la métaphore la plus juste que sa vie ait jamais produite. L'opération de Bree fut un succès. Maeve s'assit à côté du lit d'hôpital de sa sœur, tenant la main de la jeune fille de 19 ans qu'elle avait élevée depuis ses 16 ans. Et pour la première fois en 2 semaines, elle ressentit autre chose que le vide. Puis elle vit le papier. Il glissa du carnet de Bree alors que Maeve rangeait les affaires sur la table de chevet. Plié en 4, les plis usés comme s'il avait été ouvert, lus et repliés des dizaines de fois. Maeve le déplia et tout se figea. Une reconnaissance de dette, 15 000 $, intérêt à 5 % par semaine. Un prêt contracté 6 mois plus tôt, avant que Ree n'apparaisse, avant tout ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines. Bree avait emprunté de l'argent. Sa sœur, 19 ans, était allée seule voir un usurier pour payer la facture d'hôpital de la dernière opération que Maeve n'avait pas pu couvrir. Bree le lui avait caché pendant 6 mois. Mais ce n'est pas ce qui donna à Maeve l'impression que quelqu'un venait de lui donner un coup de poing en pleine poitrine. C'était le logo dans le coin supérieur droit de la reconnaissance de dette. La lettre K, la même typographie, le même style de gravure. Le même cas qui était sur la bague en argent à l'annulaire de l'homme qui avait dormi sur son canapé pendant 10 nuits. Syndicat Kensington. Le système du jeu que Ree avait construit. La machine qu'il dirigeait. Le réseau dans lequel Polk opérait, utilisant sa position au restaurant pour repérer les personnes désespérées ayant besoin d'argent rapidement. Avec des centaines de débiteurs comme Bree dans tout le Southside, ce système broyait sa sœur en poussière. Maeve replia soigneusement le papier le long des mêmes plis, le remit dans le carnet de Bree. Puis elle sortit dans le couloir de l'hôpital, s'adossa au mur et fixa le plafond avec des yeux secs. Elle ne pleura pas. Elle avait épuisé ses larmes la nuit où elle avait pleuré pour 80 000 $ dans la cuisine. Et où Ray avait demandé combien, d'une voix qui avait semblé presque suppliante. Ses larmes avaient été les dernières. Maintenant, il n'y avait que quelque chose de plus amer que les larmes. La prise de conscience que chaque sentiment qu'elle avait eu pour Ray, le baiser de la nuit du blizzard, la nuit où elle s'était allongée à côté de lui, la douleur de son absence ces 2 dernières semaines, tout cela avait été empoisonné par la lettre K sur la reconnaissance de dette cachée dans le carnet de sa sœur. Il n'était pas au courant pour Bree. Elle le croyait. Il n'avait pas personnellement signé cette reconnaissance de dette, mais il avait construit la machine. Il avait créé le système. Et ce système dévorait sa sœur vivante pendant qu'il faisait des omelettes dans sa cuisine et l'embrassait à la lueur des bougies. De retour à la maison, Maeve fixa la petite marque de brûlure sur la table de la cuisine où Ree avait posé son zippo en réfléchissant. Elle ne l'effaça pas. Le 1er jour, elle la regardait chaque matin en buvant son café. Le 5e jour, elle la regarda et pensa à sa main autour de son poignet sous la lumière de la cuisine. Le 7e jour, elle la regarda et se détesta de s'en souvenir encore. Le 10e jour, elle posa sa tasse de café dessus pour la cacher et sortit de la cuisine sans se retourner. Tommy est venu dîner le jeudi, comme d'habitude. Le garçon s'assit à table, regarda la chaise vide en face de lui où Ree s'était assis pour lire
puis demanda « Maeve, où est-il » Maeve posa l'assiette de macaroni devant Tommy. « Il a dû partir, dit-elle, et sa voix semblait si normale qu'elle se crut presque elle-même. Cette nuit-là, après le travail, Maeve regarda par la fenêtre et vit un SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Pas le même que cette nuit-là, plus petit, plus discret, mais les mêmes vitres teintées, la même propreté impossible, déplacée au milieu du Southside. Rhee avait envoyé quelqu'un pour veiller sur elle. Bien sûr qu'il l'avait fait, car c'était ainsi qu'il se souciait, à distance avec de l'argent, des hommes et du pouvoir, avec tout sauf lui-même. Maeve ferma les rideaux et alla se coucher. Ils sont arrivés au Rosie's Diner à 1h40 du matin, 10 minutes avant la fermeture. 2 hommes. Maeve essuyait le comptoir et ne leva pas les yeux tout de suite, car les clients tardifs n'étaient pas inhabituels dans ce South Side. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'un café, d'un abri contre la pluie ou d'une raison de ne pas rentrer chez soi. « Nous fermons bientôt, dit-elle, les yeux toujours sur le comptoir. « Juste un café, dit l'homme, sa voix ordinaire, polie. Elle versa 2 tasses de café noir et les apporta à la table. Et quand elle posa les tasses, elle vit leurs mains. Pas les mains d'hommes buvant un café à près de 2 heures du matin. Leurs mains étaient à plat sur la table, toutes les deux, symétriques, prêtes. Les mains d'hommes habitués à agir vite. Elle leva les yeux. Les yeux de l'homme le plus proche d'elle ne contenaient rien. Ni chaleur, ni froideur, juste un vide professionnel. De la même manière que Maeve l'avait vu dans les yeux des 3 subordonnés dans son appartement, la nuit où Rhee était parti. De la même manière que Rhee regardait quand il balayait une pièce à la recherche de menaces. Il bougeait comme lui, et elle comprit 2 secondes trop tard. Le deuxième homme s'était déjà levé pour bloquer la porte d'entrée. Le premier lui attrapa le poignet, le même poignet que Rhee avait tenu si doucement sous la lumière de la cuisine. Mais cette fois, il n'y avait rien de doux là-dedans. « Ne criez pas, dit-il. Ne courez pas. Venez tranquillement et personne ne sera blessé. » Maeve ne cria pas, non pas parce qu'il lui avait dit de ne pas le faire, mais parce qu'elle savait que dans un restaurant vide à près de 2 heures du matin dans le Southside, personne n'entendrait. Le gérant était rentré chez lui une demi-heure plus tôt. La rue était vide, et le SUV noir que Rhee avait chargé de la surveiller était garé devant son appartement, à 4 pâtés de maison, gardant la maison où elle n'était pas, pendant qu'on la traînait par la porte de derrière du restaurant qu'il n'avait jamais pensé à surveiller. Rhee avait posté des hommes au restaurant, mais c'étaient des étrangers. Les ravisseurs se sont déplacés par les tunnels du sous-sol et les trappes à graisse des ruelles que seul le personnel de cuisine connaissait. Ils n'ont pas seulement frappé un angle mort. Ils ont utilisé la connaissance intime de Polk du bâtiment pour contourner le périmètre de Rhee. Ils contrôlaient les rues, mais les ombres du Rosie's Diner appartenaient toujours au rat. Ils n'avaient pas compris que pour des gens comme elle, la maison n'était pas là où elle dormait, c'était là où elle travaillait. Et maintenant, cet angle mort la tirait dans la camionnette garée dans la ruelle derrière le restaurant. Ils lui couvrirent la tête, lui lièrent les mains avec des serre-câbles, la poussèrent à l'arrière. 30 minutes de route, peut-être 40. Maeve compta chaque virage et essaya de suivre. Mais après le 12e, elle perdit le fil. Quand ils lui enlevèrent la cagoule, elle était dans un entrepôt industriel abandonné. Haut plafond, mur en tôle ondulée, sol en béton fissuré. Une faible lumière jaune d'une seule ampoule suspendue au centre de la pièce. Froid. L'odeur de vieille huile de machine et de poussière de ciment. Ils l'attachèrent à une chaise en métal au milieu de la pièce. Les serre-câbles lui mordaient des poignets jusqu'à ce qu'il s'engourdisse. Un troisième homme apparut, plus âgé que les 2 autres. Cheveux poivre et sel, veste en cuir, des yeux portant une étrange familiarité que Maeve ne put situer au début. « Appelle Kensington », dit-il à l'homme à côté de lui. « Dis-lui que nous avons quelque chose qu'il veut en échange de quelque chose que nous voulons. » Il baissa les yeux sur Maeve. Le contrôle du syndicat, rien de moins. « Vous pensez que Rhee Kensington échangera un empire contre moi ?» demanda Maeve, sa voix si calme qu'elle le surprit un peu. « Je suis une serveuse dans un restaurant miteux. Vous êtes la femme pour qui il a mis 3 hommes en surveillance pendant 2 semaines complètes, » répondit-il. « Nous ne sommes pas stupides. » Il se détourna, sortit son téléphone, et Maeve, assise sur la chaise en métal glacial, l'écouta parler dans le coin de la pièce et commença à réfléchir. Pas à Rhee, pas à savoir s'il viendrait,
Mais à comment sortir de là? Des serre-câbles en plastique, du genre bon marché, pas de qualité militaire. Maeve le savait parce qu'elle en avait elle-même coupé de ce type avec des ciseaux quand elle les utilisait pour attacher le linge à la blanchisserie à 19 ans. Du plastique dur, mais cassant si on le tordait de la bonne manière. Elle n'avait pas de ciseaux, mais elle avait des épingles à cheveux, deux d'entre elles nichées derrière sa tête, le genre en métal fin qu'elle utilisait pour empêcher ses cheveux de tomber dans la nourriture pendant qu'elle travaillait. Ils n'avaient pas pris les épingles à cheveux parce que personne ne pense que des épingles à cheveux sont dangereuses. Lentement, Maeve pencha la tête vers la droite, utilisa son épaule pour faire tomber une épingle dans la paume de sa main, liée derrière son dos. Ses doigts engourdis la cherchèrent, la redressèrent et commencèrent à la travailler dans l'encoche de verrouillage du serre-câble. Pas pour le déverrouiller, mais pour le desserrer petit à petit, si lentement que ça faisait mal. Mais Maeve Calloway avait survécu 27 ans grâce à la patience. Et ce soir, elle avait beaucoup de temps, du moins, elle l'espérait. Ree a reçu l'appel à 2h17 du matin. L'interlocuteur a parlé pendant 30 secondes. Ree a écouté sans interrompre, sans poser une seule question, sans changer d'expression. Les trois hommes dans la pièce ont dit plus tard que c'était le moment le plus effrayant dont ils aient jamais été témoins. Non pas parce qu'il s'est mis en colère, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Il a posé le téléphone sur la table, a lentement sorti le zippo de la poche de sa veste de costume, l'a ouvert et a regardé la petite flamme. Le feu jaune vacillait dans ses yeux, et les trois hommes dans la pièce ont tous reculé d'un demi-pas sans savoir pourquoi. Il a refermé le zippo. Le clic métallique a résonné dans la pièce silencieuse comme le bruit d'un pistolet qui se verrouille. « Rassemblez tout le monde, dit-il à Louise. Pas fort, pas avec urgence. » Sa voix était plate et immobile comme la surface d'un lac avant une tempête. Et quiconque comprenait Ree Kensington savait que c'était à ce moment-là qu'il était le plus dangereux. 20 minutes plus tard, 14 hommes étaient rassemblés. Ree n'a pas expliqué la situation, n'a pas exposé de plan. Il a donné à chaque homme une mission, courte et exacte, comme s'il avait calculé chaque mouvement dans sa tête dès la seconde où il a raccroché. L'emplacement de l'entrepôt avait été tracé à partir du signal du téléphone de l'appelant. Périphérie sud, zone industrielle abandonnée près du port. 3 points d'entrée, 2 gardes à l'extérieur, au moins 3 hommes à l'intérieur et Maeve. « J'entre en premier, » dit Ree. Personne n'a objecté. Non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce que personne n'osait dire à Ree Kensington qu'il avait tort. Surtout pas ce soir. Surtout pas quand ses yeux avaient cette lueur. Le convoi a roulé sans phare. 3 SUV ont traversé Chicago dans la nuit comme des fantômes sur le pavé mouillé. Ree était assise sur la banquette arrière du véhicule de tête, le zippo s'ouvrant et se fermant dans sa main, ne regardant pas par la fenêtre, ne parlant à personne, mais quiconque était assis près de lui pouvait sentir quelque chose émaner de lui. Pas de la chaleur, pas du froid, mais l'immobilité dense d'un homme qui avait déjà décidé exactement ce qui se passerait dans les 30 prochaines minutes. Et que rien en ce monde ne pouvait changer. Ils ont atteint l'entrepôt à 3h04. Les 2 gardes à l'extérieur ont été neutralisés en 15 secondes. Pas de coupe de feu. Ree n'a pas utilisé d'arme, il a utilisé ses mains. Rapide, précis, efficace. Le genre de violence pratiquée si longtemps qu'elle était devenue un réflexe au lieu d'une action. La porte de l'entrepôt s'est ouverte. À l'intérieur, c'était sombre, vaste, et ça sentait la vieille huile de machine mélangée à du sang frais. 3 hommes dans l'entrepôt, 2 debout, 1 assis. Les 2 hommes debout ont réagi en entendant la porte, mais Ree était déjà entre eux avant qu'ils ne puissent dégainer leurs armes. La tête du premier homme a été projetée contre le mur en tôle ondulée. Le second a réussi à sortir un couteau, mais Ree a attrapé son poignet, l'a tordu, et le craquement de l'os qui se brise a résonné dans l'entrepôt. Net et sec comme le claquement d'une branche morte. L'homme aux cheveux poivre et sel, le chef, a reculé vers le coin de la pièce. 2 des hommes de Ree se sont précipités et l'ont maîtrisé avant qu'il ne puisse atteindre son téléphone. Tout s'est passé en moins de 40 secondes. 40 secondes de violence froide. Pas de cris, pas de menaces, seulement les bruits d'os, de chair et de métal. Et puis Ree a vu la pièce à l'arrière. La porte en acier était entr'ouverte. Une faible lumière jaune filtrait par la fente. Il a poussé la porte et s'est arrêté net. Maeve était debout au milieu de la pièce, pas assise sur la chaise en métal où il l'avait attachée. Debout,
Le serre-câble avait été desserré et elle s'était libérée. Et le dernier garde, celui qui était resté pour la surveiller, gisait face contre terre sur le sol, du sang coulant de sa tempe. Tandis que Maeve Calloway se tenait au-dessus de lui, les deux mains agrippant un pied de chaise en métal. Elle avait cassé la chaise à laquelle il l'avait attachée, la tenant comme un âme. Ses yeux châtain-roux flamboyaient, ses cheveux étaient en désordre. Un côté de son visage était meurtri par le coup que le garde avait réussi à lui porter avant qu'elle ne le mette à terre. La fille avec la poêle en fonte dans la cuisine du restaurant, à près de 2 heures du matin. La fille avec le pied de chaise en métal dans un entrepôt à 3 heures du matin. La même femme, les mêmes yeux. Le même refus de rester assise et d'attendre que quelqu'un d'autre la sauve. Rhee s'est occupé du dernier garde en 2 secondes. Ce n'était pas nécessaire, car l'homme était déjà à terre. Mais Rhee a quand même donné un coup de pied pour éloigner son arme, puis a enfoncé son pied dans ses côtes une fois de plus. Et Maeve a entendu un os se briser, et elle a compris que ce n'était pas de la prudence, c'était une punition. Puis il est tombé à genoux devant elle. Rhee Kensington, le diable, l'homme qui venait de traverser 5 autres hommes comme s'ils étaient en papier, s'est agenouillé sur le sol en béton d'un entrepôt abandonné. Et quand il a prononcé son nom, sa voix a tremblé. Maeve, pas la voix du patron, pas la voix qui commandait un empire. La voix de l'homme allongé sur le sol de la cuisine du restaurant cette première nuit, ensanglanté et impuissant, disant « D'accord » quand elle lui avait dit qu'il lui devait un merci. Maeve le regarda le sang sur ses mains, sur son col, sur les jointures où la peau avait été ouverte, du sang qui n'était pas le sien. Les mains qui venaient de briser les os d'autres hommes, les mains qui avaient tassé le poignet de quelqu'un par réflexe, les mêmes mains qui avaient fait des omelettes dans sa cuisine et tenu son poignet aussi doucement que possible sous la lumière jaune. « Tu es venu, dit-elle. » Dans la voiture, personne ne parlait. Rhee conduisait. Maeve était assise à côté de lui, regardant ses mains sur le volant. Du sang séché sous ses ongles, un rouge foncé virant au brun, logé dans chaque pli de peau et chaque ligne de ses doigts. Ses mains ne tremblaient pas même un peu. Les mêmes mains qui venaient de casser le poignet de quelqu'un, de projeter la tête de quelqu'un contre un mur en tôle ondulée, d'enfoncer une botte dans les côtes de l'homme qui la gardait jusqu'à ce que le bruit d'un os qui se brise remplisse la pièce, tenaient maintenant le volant avec une parfaite stabilité. Comme s'il venait de terminer une journée de travail ordinaire. Ses mains viennent de tuer quelqu'un, pensa Maeve, ou presque. Ces mêmes mains avaient aussi fait des omelettes pour elle avec les 3 derniers œufs du réfrigérateur. Elles avaient aussi tenu son poignet aussi doucement que possible sous la lumière de la cuisine, couvrant l'échymose d'un autre homme avec une tendresse dont elle ne l'avait jamais cru capable. Les mêmes mains, 2 mondes. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir, alors elle ne ressentit rien du tout. Chicago défilait par les fenêtres de la voiture, du quartier industriel abandonné à l'autoroute, puis au centre-ville. Et la distance entre l'entrepôt et l'endroit où Rhee l'emmenait ne pouvait pas se mesurer seulement en kilomètres, mais dans tout l'abîme entre 2 vies. Un penthouse, 42e étage, des baies vitrées du sol au plafond donnant sur tout l'horizon de Chicago. Des sols en marbre, des meubles dont Maeve ne connaissait pas les noms, mais savait que chaque pièce coûtait plusieurs fois le prix de son appartement. Tout était propre, froid, parfait. Pas de taches de graisse sur le sol, pas de rideaux cousus main, pas de marque de brûlure de Zippo sur la table de la cuisine. Maeve se tenait au milieu d'un salon plus grand que tout le 2e étage de son immeuble et se sentit petite d'une manière qu'elle ne ressentait jamais dans le Southside. Dans le Southside, elle était pauvre, mais elle y avait sa place. Ici, elle était quelque chose de déplacé. Des chaussures aux talons usés sur du marbre poli, le tissu de sa lutte quotidienne empestant encore la friteuse du restaurant. Ses cheveux en désordre, un côté de son visage meurtri. « Ce n'est pas mon monde, dit-elle. » Rhee se tenait à la fenêtre, regardant la ville, le dos tourné vers elle. « Je sais, dit-il. » Silence. Puis Maeve fit ce qu'elle s'était préparée à faire depuis qu'elle était assise dans la voiture. Elle plongea la main dans la poche de son manteau, sortit le papier plié en 4 avec ses plis usés, s'approcha de la table en verre au milieu de la pièce et le posa. Le bruit du papier touchant le verre était faible, mais dans le silence de la pièce, il atterrit comme un coup. « Explique-moi ça, dit-elle. » Rhee se retourna, s'approcha,
baissa les yeux sur le papier et Maeve vit ses yeux changer. Pas le genre d'immobilité glaciale qu'elle avait vu quand il regardait Polk. Pas l'assombrissement qu'elle y avait vu quand il regardait l'ecchymose sur son poignet. Quelque chose que Maeve ne pouvait décrire que comme une reconnaissance. Lente, douloureuse, impossible à nier. La lettre K sur la reconnaissance de dette. Le même K gravé sur sa bague. 15 000 5% d'intérêt hebdomadaire. Nom du débiteur, Bree Calloway. Je ne savais pas, dit-il la voix basse. Je te crois, dit Maeve, et elle le croyait vraiment. Tu n'as pas signé cette note. Tu ne savais pas que Bree existait quand ce prêt a été approuvé. Tu n'as personnellement ordonné à personne de recouvrer la dette de ma sœur. Elle s'arrêta. Mais tu as construit la machine. Bree ne dit rien. Ses yeux restèrent sur le papier, sur la lettre K qu'il avait portée à son doigt chaque jour comme un symbole de pouvoir. Et maintenant, cette même lettre reposait sur une reconnaissance de dette, écrasant la sœur de la seule femme dont il s'était jamais soucié. Tu as créé le système, continua Maeve. Tu as engagé les hommes, tu as fixé les taux, tu as construit le réseau dans lequel Polk et des centaines d'hommes comme lui opèrent. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de chaque débiteur parce que le système fonctionne tout seul. C'était ta conception. C'était ton génie. Elle déglutit. Et cette conception dévore ma sœur pendant que tu faisais des omelettes dans ma cuisine. Le silence s'étira si longtemps que Maeve pouvait entendre le vent dehors au 42e étage. J'effacerai la dette, dit Ree finalement. Effacer la dette de Bree, dit Maeve, et sa voix était plus calme qu'elle ne se sentait. Combien d'autres personnes comme Bree est-ce que ça résout? La question resta en suspens entre eux. Il n'y avait pas de réponse nette. Car la vraie réponse était non. Effacer la dette de Bree ne résolvait rien. Car demain, il y aurait une autre Bree, et le jour d'après, une autre. Et la machine continuerait de broyer, et Ree le savait. Et Maeve savait qu'il le savait. « Je ne te demande pas ton pardon, » dit Ree, sa voix très lente maintenant, très prudente. « Je ne le mérite pas. Je ne serai jamais un homme bien. J'ai fait des choses que tu ne veux pas savoir, et je continuerai à faire des choses que tu ne veux pas savoir. » Il la regarda, les yeux clairs, ne cachant rien. « Mais je te demande une chance, pas pour devenir un homme bien, mais pour devenir la version la moins terrible de moi-même. La version que tu as vue sur le sol de la cuisine du restaurant cette nuit-là. Quand je n'avais rien d'autre qu'une blessure au couteau dans l'abdomen et une fille agenouillée à côté de moi avec une trousse de premier secours à 10 $. Maeve le regarda le sang sécher sous ses ongles, regarda les yeux qui attendaient une réponse qu'il savait qu'elle ne donnerait peut-être jamais. Et elle ne répondit pas. Pas encore. Maeve est retournée dans son appartement du Southside cette nuit-là. Pas au penthouse. Elle n'a pas accepté l'offre d'une voiture pour la ramener. Elle a pris un taxi avec l'argent de ses pourboires du week-end et a monté les 4 étages dans l'obscurité familière. Elle a ouvert la porte familière de l'appartement, s'est assise sur la chaise familière de la cuisine et a regardé la marque de brûlure de Zippo sur la table qu'elle avait recouverte d'une tasse de café. Elle souleva la tasse, regarda la marque. Petite, ronde, brun foncé sur du bois bon marché. La seule trace restante de 10 nuits qu'elle ne savait toujours pas comment nommer. Pendant 3 jours, elle n'est pas allée travailler. Elle s'est déclarée malade pour la première fois en 2 ans. Elle laisse rester allongée sur son lit, fixant le plafond, fixant la fissure qui le traversait et qu'elle avait regardée chaque nuit. Et elle a pensé, pas à Ree, mais à elle-même, à la jeune fille de 16 ans debout devant les cendres d'une maison incendiée, tenant la main de sa sœur enveloppée de bandages, décidant que personne ne déciderait plus jamais de sa vie à sa place. À la jeune fille de 19 ans repassant des chemises dans un pressing, recousant son propre bras avec une simple aiguille à coudre sans pleurer. À la jeune femme de 27 ans tenant une poêle en fonte et menaçant d'un homme en sang dans une cuisine de restaurant, disant « Vous me devez un merci » d'une voix qui ne tremblait pas. Cette fille n'avait pas peur du feu, n'avait pas peur du sang, n'avait pas peur des diables. Il n'y avait qu'une seule chose qu'elle craignait. Vivre sans avoir assez de courage pour choisir ce qu'elle voulait. La 3e nuit, tard, Maeve a mis son manteau et a marché jusqu'au Rosie's Diner. Elle ne savait pas pourquoi. Ou peut-être qu'elle le savait, mais n'était pas prête à l'admettre. Le restaurant était fermé. L'enseigne au néon à l'extérieur clignotait en rouge et bleu sur le trottoir mouillé. Maeve a contourné le bâtiment jusqu'à la porte de derrière. La porte en aluminium rouillé qu'elle avait poussée chaque nuit pendant 2 ans.
La même porte par laquelle un homme en sang s'était écrasé dans sa vie il n'y a pas si longtemps. Elle a regardé par la petite fenêtre de la porte et son cœur s'est arrêté. Ree était assis dans la cuisine, sur la chaise en plastique près du réfrigérateur industriel, et l'endroit exact où il s'était effondré la première nuit. Costume noir, le genre de costume qu'elle savait maintenant coûter 3 mois de loyer. Zippo à la main, s'ouvrant et se fermant, s'ouvrant et se fermant. La petite flamme vacillant dans la cuisine sombre. Les yeux tournés vers la petite fenêtre de la porte, la regardant. Comme s'il savait qu'elle viendrait, ou l'espérait, ou attendait. Le chef du syndicat Kensington, l'homme que le FBI surveillait mais ne pouvait pas toucher, l'homme qui possédait un penthouse au 42e étage avec vue sur tout Chicago, était assis dans la cuisine d'un restaurant miteux du Southside à minuit, seul attendant une serveuse. Maeve poussa la porte. La charnière rouillée grinça, le son le plus familier de sa vie. Elle entra, le carrelage sous ses pieds, l'odeur de graisse et de vieux café. Et Ree, assis là, la regardant avec les mêmes yeux qu'elle avait vus pour la première fois sur ce sol de cuisine cette première nuit. Quand il saignait et qu'elle était agenouillée à côté de lui avec une trousse de premier secours à 10 $. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle. Sa voix sortit plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « Au cas où tu viendrais me chercher, » répondit-il. Et la façon dont il l'a dit, calme, mais avec cette légère rudesse à la fin de la phrase trahissant le calme, fit se serrer la poitrine de Maeve. Il était venu ici chaque nuit. Elle le savait sans demander. 3 nuits, peut-être plus. Assis dans la cuisine d'un restaurant fermé, l'attendant, ne sachant pas si elle le viendrait. L'homme qui contrôlait tout, assis au milieu de la seule situation qu'il ne pouvait pas contrôler. Maeve s'approcha, se tint devant lui, regarda son visage à la lumière du néon filtrant par la fenêtre. Le rouge et le bleu clignotant sur la cicatrice le long de sa mâchoire. « Tu me dois un merci, dit-elle. » Cette phrase, la première fois qu'elle l'a dite sur ce sol de cuisine quand il saignait et qu'elle était agenouillée à côté de lui, signifiait qu'elle le sauvait et qu'il devait être reconnaissant. La deuxième fois, quand il s'est réveillé le lendemain matin, cela signifiait qu'elle lui avait donné quelque chose qu'il ne méritait pas de recevoir. Maintenant, cette dernière fois, cela signifiait quelque chose de complètement différent. « Merci d'être revenu. Merci d'être assis ici. Merci d'avoir attendu. » Ree se leva lentement. Le zippo se referma et disparut dans sa poche. Il s'approcha d'elle, plus près, jusqu'à ce que Maeve doive lever la tête pour le regarder, et qu'il doive baisser la sienne. Et la distance entre eux n'était plus que du souffle. Il leva une main vers son visage. La main était propre maintenant. Pas de sang séché sous les ongles, mais elle savait qu'il y en avait eu et qu'il y en aurait toujours. Tout comme les cicatrices sur son corps et la marque de brûlure sur la table de sa cuisine. Des choses qui ne pouvaient pas être effacées, seulement choisies et vécues. « Merci, dit-il. » 2 mots. Lourds, comme il l'avait été la première fois qu'il les avait prononcés sur le sol de son appartement, avec ces pointes de suture grossiers et honnêtes qui le maintenaient ensemble. Plus lourd maintenant. Seul moi plus Perry vivait dans un nouvel appartement, pas le penthouse du 42e étage, puis l'appartement insalubre du 4e étage dans le Southside, mais un endroit propre et bien éclairé dans un quartier plus sûr, avec des rideaux qu'elle avait cousus elle-même, des étagères qu'elle avait construites elle-même, et une cuisine que personne ne réorganisait sauf elle. Ree lui avait offert le penthouse. Maeve a refusé. Il lui a offert une maison. Elle a refusé. Il a proposé au moins de payer le loyer. Elle l'a regardé avec l'expression qu'il avait appris à signifier « n'essaie même pas ». Elle payait le loyer avec son nouveau salaire, directrice de programme dans une organisation à but non lucratif pour les survivants de brûlures, fondée avec l'argent de Ree et dirigée par sa volonté. Bree était en bonne santé. Quand elle a serré Maeve dans ses bras avant sa première conférence, sa prise était forte. La peur enfin disparut de ses yeux. À 19 ans, sa peau guérissait, et elle commençait sa première année d'université. N'étant plus un fantôme dans sa propre vie, la dette de 15 000 $ envers le syndicat Kensington avait été effacée, pas seulement celle de Bree. Toutes les dettes d'usure de moins de 20 000 $ dans tout le Southside avaient été annulées. Ree ne l'a pas faite par moralité. Il l'a faite parce que Maeve l'a demandé. Et il a découvert qu'il était prêt à brûler une partie de son empire si c'était elle qui tenait l'allumette.
Tommy passait tous les jeudis soirs. Il appelait Ree par son nom, pas frère, pas oncle, juste Ree, avec la voix confiante d'un enfant qui suppose qu'il a sa place. Et Ree ne l'a jamais corrigé. Il jouait aux échecs à la table de la cuisine. Ree apprenait à Tommy à lire un adversaire, à être patient, à attendre le moment exact pour frapper. Pas le style d'enseignement d'un père doux, un style plus aiguisé, tactique, pratique. Et Tommy aimait ça parce que ça le faisait se sentir fort. Maeve écoutait depuis la cuisine et pensait que peut-être savoir se protéger n'était pas une si mauvaise chose quand on grandissait dans le Southside. Ree passait tous les soirs, pas toujours à l'heure. Parfois, il arrivait tard, son costume toujours parfait, sauf pour une tache de rouge au poignet qu'il rabaissait trop tard pour la cacher. Du sang, pas le sien. Maeve le voyait, elle ne posait pas de questions, elle ne pardonnait pas cette partie de lui. Elle choisissait simplement d'aimer le reste. Ce soir, Ree était assis sur la chaise de la cuisine, lisant Des souris et des hommes. Le livre de son ancien appartement, la seule chose que Maeve avait emportée avec elle en déménageant. Son téléphone vibra. Il répondit, et Maeve entendit sa voix changer en un instant. De chaleureuse à glaciale, de Ree à patron. Froid, précis et impitoyable. 2 secondes, puis il raccrocha, posa le téléphone et la regarda de nouveau. Ses yeux se réchauffèrent. Le changement s'inversa. 2 secondes d'un diable à l'homme. Maeve vit les deux versions de Ree en ces 2 secondes. Elle les voyait toujours. Et elle choisissait de regarder dans les yeux les plus chaleureux. Elle posa une tasse de café à côté de lui. « Merci », dit-il. 2 mots, lourds comme ils l'avaient été la première fois qu'il les avait prononcés sur le sol de son vieil appartement. Avec des fils de rideaux cousus dans son abdomen et aucune compréhension de pourquoi une étrangère avait choisi de le sauver. Et parfois, l'amour, ce n'est pas de trouver une personne parfaite. C'est de choisir de rester avec une personne imparfaite. C'est de voir à la fois l'obscurité et la lumière en elle, et de continuer à poser une tasse de café à côté d'elle chaque soir. Maeve Calloway n'a pas sauvé Ree Kensington de l'obscurité, mais elle lui a donné une raison de se tourner vers la lumière chaque soir. Et peut-être que c'était suffisant. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la dernière minute. L'histoire de Maeve et Ree est peut-être une fiction, mais son message est réel. La gentillesse n'est jamais une faiblesse. Et parfois, les personnes qui semblent les plus petites sont celles qui ont le pouvoir de changer même les cœurs les plus froids. Comment cette histoire vous a-t-elle touché? Y a-t-il eu un moment qui vous a ému? Partagez ce que vous avez ressenti honnêtement et avec le cœur dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais vraiment vous lire. Si vous avez trouvé cette histoire pleine de sens, s'il vous plaît, mettez un j'aime à la vidéo. Partagez-la avec les personnes que vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir écouter avec moi d'autres histoires chaque jour. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix pour chaque jour à venir. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.